Est-ce que vous êtes complotiste? Est-ce que vous êtes une personne qui aime voir au-delà de ce que les médias veulent bien nous présenter? Si cela est votre cas, alors reste bien accroché à cette vidéo parce qu'on va beaucoup parler de théories complotistes dans cette vidéo. Madiba Mandela, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un nom qui symbolise la paix, la sagesse et la réconciliation. Mais en réalité, qui est l'homme caché derrière cette icône? Un révolutionnaire? Un pacifiste? Ou alors un pion? Un otage du pouvoir blanc? Ce que nous allons décrypter dans cette vidéo sans filtre, nous allons bien sûr également plonger dans tout l'univers des théories complotistes autour de sa vie. Est-ce que vous êtes prêts? Otep à tous et bienvenue dans l'Éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des Noirs de la diaspora européenne. Comme on le disait dans la vidéo précédente, il n'y a pas de Nelson sans Winnie. Le contraire est également vrai, il n'y a pas de Winnie sans Nelson. Nelson Mandela, de son vrai nom Rolihlahla Mandela, est né le 18 juillet 1918, donc après la Première Guerre mondiale. Il vient d'une famille Tembu. En fait, c'était les conseillers royaux. En fait, ils faisaient également partie de la noblesse. Donc, ils font partie du peuple Xhosa. À chaque fois que je regardais des émissions qui prononçaient ce nom-là, c'était ça. Son père, qui s'appelait Gadla, était le conseiller du roi Tembu à l'époque. Donc, vu qu'il faisait partie de la noblesse, donc ils étaient assez proches en fait de la royauté dirigeante au moment de sa naissance. Et son père, quelques années plus tard, a été destitué de ses fonctions, tout comme son prédécesseur, pour cause de trahison, de haute trahison royale. En fait, son père avait tout simplement décidé de ne pas obéir aux ordres d'un magistrat blanc. Donc, suite à cela, il va être accusé de haute trahison royale. Et donc, il va être destitué. Nous savons maintenant d'où il tenait son esprit de rébellion. En grandissant, Nelson adorait écouter les histoires de ses ancêtres qui avaient combattu la résistance, qui s'étaient opposés farouchement aux envahisseurs. Il faisait partie d'une longue tribu de noblesse, de personnes qui avaient combattu les envahisseurs. Donc, il avait vraiment ce sens de combattant en lui. Nelson aussi, il rêvait d'apporter sa pierre à l'édifice, également de faire preuve de résistance pour la liberté. À l'âge de 7-8 ans, Nelson est parti à l'école primaire à Kunu. Et dans cette école, en fait, il a été rebaptisé Nelson. Parce que de base, il s'appelle Rolihlahla. Et donc, les missionnaires chrétiens, quand ils venaient enseigner aux Noirs en Afrique, en fait, ils voulaient vraiment effacer toute trace de leur identité. Et ils procédaient en les rebaptisant. Donc, c'était un nom chrétien, Nelson, qu'on lui a donné à ce moment-là. On empêchait les enfants de parler leur langue, qu'on trouvait barbare, et on les punissait sévèrement. Et également, en fait, on leur empêchait d'exprimer tout ce qui était leur culture naturelle. En fait, c'était une manière silencieuse d'effacer leur identité. Sachant tout cela, c'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais m'efforcer de ne plus l'appeler Nelson. Quand il s'est engagé dans le combat pour la liberté, en fait, il a décidé de se renommer Madiba. Il a rejeté ce nom de Nelson. Et pourtant, c'est le nom qui est le plus connu aujourd'hui. On va savoir pourquoi. Le jeune Madiba a été élevé par le régent Jojintaba. Et il a donc reçu une double éducation. Une éducation à l'africaine ainsi qu'une éducation chrétienne britannique. Très tôt, il a compris l'importance de bien connaître le système pour pouvoir le renverser de l'intérieur. Un peu plus tard, Nelson va intégrer l'université de Fort Hart, dans laquelle il va commencer à étudier le droit. Mais malheureusement, Nelson n'était pas très fort en classe. Il était grand, il était beau, il était séducteur. Donc, il n'avait pas vraiment la tête dans les études. Lui, c'était quelqu'un de rebelle. C'était quelqu'un qui était vraiment quelqu'un du terrain. Un jour, celui qu'il considérait comme son père, le régent Jojintaba, a décidé de le marier de force. Et Nelson, il va paniquer, il va fuir, se réfugier à Johannesburg avec l'un de ses cousins. Donc, une fois qu'il va arriver à Johannesburg, il va être confronté à énormément de racisme. Mais en même temps, il va se rendre compte à quel point Johannesburg, c'est une ville multiculturelle. Donc, il va fréquenter des groupes indiens
qui préparaient également leur révolution, les groupes communistes, et c'est de là qu'il va également faire la connaissance en fait de Walter Sisulu, qui va devenir son mentor, et Olivier Tambo, qui va être en fait son ami politique de toujours. Grâce à Monsieur Sisulu, son mentor, il va intégrer un stage. Il va être pris dans un bureau d'avocat comme stagiaire. Il va faire également ses premiers pas en tant que résistant du système anti-apartheid à ce moment-là. Donc, il va intégrer l'ANC. Parallèlement à ce stage dans le bureau d'avocat, Nelson va quand même continuer ses études parce qu'il n'avait pas encore sa licence de droit. Donc, il va essayer d'avoir sa licence de droit par correspondance. Et il va s'inscrire en fait pour cela dans une université d'Afrique du Sud. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y avait énormément d'ethnies différentes qui combattaient la suprématie blanche en fait. Parmi ceux-là, il y avait les Indiens qui étaient également oppressés. Et donc, Madiba s'est allié à travers l'ANC, à travers le groupe de l'ANC. Il s'est également allié à ces groupes-là, ces minorités-là, pour pouvoir combattre en fait le système suprémaciste blanc. Et donc, parmi ces Indiens, en fait, il y en a un qui l'a beaucoup inspiré durant son combat, c'était Gandhi. Donc, Gandhi a été venu en Afrique du Sud suite justement aux oppressions que subissaient les Indiens en Afrique du Sud. C'est là qu'il a connu Madiba Mandela et il a également beaucoup influencé dans son combat. Gandhi, pendant qu'il arrivait à Johannesburg, en fait, il a subi beaucoup de racisme lors de son arrivée à Johannesburg, et ensuite, il ne voulait pas qu'on le prenne ou qu'on l'associe à des Noirs, et donc, il a, à plusieurs fois, durant des discours publics, il a affirmé qu'il n'était pas au même niveau que des kafirs, parce qu'à l'époque, on appelait les Noirs les kafirs. C'était des bêtes sauvages ou des mécréants. Enfin, voilà, on leur donnait vraiment des qualificatifs très péjoratifs. Et donc, Gandhi a utilisé à plusieurs reprises en public ces mêmes qualificatif pour qualifier les Noirs, et au niveau de l'échelle de suprématie, en fait, il estimait que les Indiens étaient au-dessus des Noirs, et puis voilà. Malgré tout cela, Nelson et Gandhi ont travaillé en fait ensemble pour pouvoir libérer les peuples oppressés d'Afrique du Sud, et Nelson a beaucoup été inspiré, surtout au début de son combat, par le côté pacifique en fait de Gandhi. Par pragmatisme, par facilité, et aussi je pense qu'au niveau numérique, les Noirs étaient plus nombreux, c'était plus intéressant pour eux de s'associer aux Noirs. Mais malgré ça, il y avait quand même des tensions internes et le gouvernement a appuyé dessus. Voyant que ces minorités commençaient à s'allier et commençaient à avoir vraiment une force de frappe, en fait le gouvernement a commencé à créer des tensions entre eux. Donc, le gouvernement s'est mis à accorder, en fait, des avantages, entre guillemets, aux Indiens. Parce qu'en fait, justement, Gandhi était dans la paix, il collaborait énormément également avec le gouvernement. Et il était, voilà, dans ce message de paix constante. Et face, en fait, à la violence et face aux injustices qu'il subissait. Plusieurs personnes dans la communauté indienne ne voit pas Gandhi comme la personne, le héros national que les médias dépeignent, enfin cette image qu'on veut dépeindre de lui, de héros national. Il y a plusieurs Indiens apparemment qui n'auraient pas cet avis-là sur lui. Parce qu'à plusieurs reprises, Gandhi, bien qu'il défendait son peuple, en fait, il était également un collaborateur du régime anglais. Donc, durant la bataille des Boers, donc c'était la bataille qui a opposé un peu les Anglais avec les Afrikaners, les Hollandais qui étaient en Afrique du Sud, justement pour les richesses du sol africain. À ce moment-là, Gandhi s'est battu aux côtés du régime britannique. Et ce régime britannique qui les avait oppressés auparavant, en fait, l'Inde, c'est une colonie britannique. Donc, beaucoup de gens ont vu ça comme une trahison de se dire comment Gandhi peut se battre aux côtés et inciter ses frères à aller se battre aux côtés du colon. Donc, c'est quelque chose qui lui a valu beaucoup de critiques. À force de se dire que face à la paix, l'oppresseur blanc répondait toujours par
la violence, une violence qui se faisait de plus en plus extrême à travers des lois complètement injustes qui les privaient de plus en plus de leur liberté, telles que la création de Bantouzan. En fait, c'était un peu la loi des Bantous, qui était aussi appelée la loi des autorités noires. En fait, c'était le gouvernement afrikaner. Il voulait mettre un système d'autonomie locale pour que les peuples africains soient dirigés à travers leurs chefs traditionnels. Le but des Afrikaners, c'est de créer des systèmes d'autorité tribale officiels et les chefs devenaient des agents du gouvernement. Le pouvoir blanc décidait qui était reconnu comme légitime et ces chefs devaient appliquer les lois de l'apartheid dans les homelands. Mais il y a aussi la légende qui va dire après, oui, les Noirs se vendaient entre eux, ils ont participé également au massacre, etc. Mais en fait, le seul problème, c'est que ces chefs-là, ils savaient, tout comme par exemple le père de Madiba, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'était que dès qu'il n'a pas voulu se soumettre aux ordres du magistrat blanc, on l'a destitué. À partir du moment où tu refusais ou que tu ne voulais pas collaborer par rapport à cela, eh ben, on te tuait, on te torturait et puis voilà. Et après l'histoire, on mettait dans les gros journaux, oui, les Noirs se vendent entre eux, oui, les Noirs participent, ils signent des contrats. C'est également ce qui s'est passé par exemple au Cameroun avec la colonisation française qui est arrivée, la colonisation allemande d'abord qui est arrivée et qui faisait signer des conventions aux chefs des villages et ces conventions-là étaient écrites en allemand, bien sûr, et après, il les menaçait, voilà, il faut signer, et après, à côté de ça, quand tu signais, il te donnait quelques petits avantages qui te permettaient, en fait, de te dire, bon, c'est mieux ça que la mort. Voilà, c'est mieux ça que la mort. Est-ce qu'ils étaient vraiment libres de décider? Est-ce qu'ils ont vraiment décidé de vendre leur peuple? Telle est la question. Je pense que l'histoire nous a prouvé tellement de fois la manipulation des médias. Pour revenir à notre histoire, donc avec toutes ces lois-là, voilà, que des autorités, la loi des autorités bantoues, il y avait également le massacre de Sharpeville. Le massacre de Sharpeville, en fait, c'était un jour des Sud-Africains qui manifestaient contre une autre loi injuste. La loi injuste, c'était le fait qu'on les obligeait à avoir le Dom Pass. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente avec Winnie Mandela. Donc, ce Dom Pass, en fait, tu devais avoir ton nom, etc. C'est une manière de restreindre la liberté des Noirs et de les cantonner à certains endroits. Encore un peu comme les Bantouzans, quoi. Et donc, à les cantonner à certaines villes. On ne voulait pas qu'ils viennent dans certaines villes. Avec ses compagnons de l'ANC, il a encouragé en fait les gens à se rebeller, à défier le gouvernement, à se rebeller contre ces lois qui étaient injustes. Et ils ont organisé en fait une manifestation pacifiste où ils chantaient, ils marchaient dans la ville, etc. They're not breaking any laws, but I must go with them. Nelson! You'll be fine. Et de là, la police, les bras armés du gouvernement sont venus. Ils se sont mis à tirer sur les manifestants de dos. En fait, c'est pour dire vraiment que ce n'était pas des affrontements qu'il y avait. C'était, on vient, vous êtes en train de marcher en chantant de manière pacifique. Le gouvernement a ordonné qu'on tire sur eux. En fait, après tout cela, sans compter d'autres événements qui sont passés, sans compter tous les emprisonnements, toutes les restrictions injustes dont faisait face le peuple sud-africain, en fait, Nelson, il a compris que la manière de batailler de Gandhi dans la paix ne serait peut-être pas assez, en fait, face à un peuple qui semble ne montrer aucun remords, qui semble montrer clairement qu'il est vide d'âme, qu'il n'a pas d'humanité. Face à toute cette haine, face à toutes ces sanctions, face à toutes ces injustices, répondre en tendant l'autre joue n'était plus possible. People feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Donc, il va décider de fonder le Umkhonto we Sizwe, en abréviation MK. En fait, c'est
une collaboration qu'ils ont fait avec le Parti communiste sud-africain pour créer en fait une branche armée de l'ANC. En fait, ils s'inspiraient beaucoup de Che Guevara et de Fidel Castro. En fait, cette branche armée va commencer en fait à pratiquer des sabotages. Ils vont commencer à faire exploser le pays. Ils vont commettre des actes de violence en réponse à la violence qui était dirigée vers eux. Suite à toutes ces violences, suite à cette riposte de la part des résistants, en fait, le gouvernement va décider de sortir la loi martiale. C'est le remplacement du gouvernement civil par un régime militaire et la suspension des procédures juridiques civiles pour les puissances militaires. En gros, là, le gouvernement a décidé que peu importe qui vous êtes, si vous manifestez, peu importe, on vous tire dessus. Là, maintenant, ce n'était plus un gouvernement politique de négociation, etc. C'était la violence exponentielle. Donc, le gouvernement violent, quand on lui répond par la violence, il décide de faire violence au carré, voire au cube. C'est la loi martiale qui, vraiment, a mis le pays sans dessous-dessous. Il y avait du sang partout. Les rebelles ne se laissaient pas faire. En fait, à ce moment-là, je pense que le peuple sud-africain s'est dit « foutu pour foutu, hein, on va quand même rendre l'appareil ». Je pense qu'à ce moment-là, ils étaient fatigués. Donc, Nelson et ses compagnons ne se sont pas démontés face à la violence de la police parce qu'ils étaient déjà habitués à cela. Ils étaient juste fatigués. Donc là, ils étaient juste en train de riposter. Donc, malgré toutes les lois de violence qui ressortaient, ils n'étaient pas intimidés. Ils ont continué. We don't have a vote. This is not our government. They are having a party and we are not invited. So let's defy their unjust laws. What can they do? Donc le gouvernement a mis plusieurs lois encore. En fait, tout ce qui était contre le gouvernement, tout ce qui dénonçait les injustices du gouvernement devenait illégal. Donc le groupe de Mandela était interdit. L'ANC devenait illégal, les rassemblements devenaient illégaux et bien sûr Mandela était devenu personnalité publique non grata. Donc on ne voulait plus le voir. On a accusé à plusieurs reprises pour trahison. Dans un premier temps, il était acquitté. Je pense que il était avocat à ce moment-là. Donc il savait comment négocier. Il avait trouvé un accord comme quoi tu seras acquitté, tu devras faire profil bas. C'est à ce moment-là que Mandela va décider de prendre un nom d'adoption de David Mocamai. David Mocamai, il va quitter en fait discrètement l'Afrique du Sud sous ce nom-là et il va parcourir en fait toute l'Afrique. Il va se rendre en Angleterre. Il va commencer en fait à essayer d'avoir du soutien armé. Il va commencer en fait à vouloir créer vraiment une vraie formation militaire. Il va partir au Maroc pour se former, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Il va aller également à Cuba pour également apprendre parce que quand il est passé en mode MK donc c'est le groupe armé Umkhonto We Sizwe, quand il a décidé vraiment de faire partie, de créer cette bande armée de l'ANC, en fait là, ses leaders et ses inspirations n'étaient plus Gandhi. N'étaient plus ces pacifistes-là, comme c'était plus les pacifistes. C'était vraiment ceux qui ont créé des guérillas dans leur pays et qui ont su, par la force, libérer leur pays. Des figures comme Fidel Castro, par exemple, l'ont beaucoup inspiré parce que Fidel Castro, Cuba, il a participé à la résistance des envahisseurs américains à Cuba. À ce moment-là, en fait, il se formait sur la manière de créer une armée, de créer des guérillas, de créer en fait une défense vraiment militaire en fait. Et pendant tout ce temps, il devait rester incognito. Il changeait d'apparence sans cesse. Tantôt il était un paysan, tantôt il était un chauffeur. Et donc c'est sur cette dernière apparence de chauffeur qu'il va être arrêté le 5 août alors qu'il revenait d'un de ses voyages justement. Et il était revenu en Afrique du Sud. Et c'est là qu'en fait un barrage de police va être fait parce qu'ils vont être informés du fait que Mandela était de retour au pays et qu'il était déguisé en chauffeur, parce qu'il était déguisé en chauffeur à ce moment-là. Il va être interpellé et il va être jugé pour haute trahison. Le président de l'ANC à ce moment-là n'était plus Mandela, c'était maintenant Litouli. Litouli, en fait, c'était également, il faisait partie de l'ANC, mais lui, c'était plutôt un partisan de Gandhi. C'est quelqu'un qui voulait toujours faire la paix, qui ne voulait pas... apparemment, il était contre la création de la branche armée de l'ANC.
On se dit certainement que ce Albert Luthuli, c'est lui qui a dû trahir en fait l'identité de Mandela et c'est lui qui a dû collaborer. Et voilà, donc ça n'a pas été avéré, mais voilà les rumeurs qui ont circulé comme quoi il aurait été trahi de l'intérieur par un de ses collaborateurs. Une fois arrêté par la police, après ce long périple, il va être amené en prison en attendant son procès qui va durer à peu près 3-4 ans. En fait, la peine de mort le pendait au nez. Et donc, c'est alors que Mandela, qui était un avocat, qui savait comment le système fonctionnait et qui avait compris également comment le système des Afrikaners fonctionnait, donc il aura l'idée de faire un discours qui va lui permettre en fait d'échapper à la mort. Il disait « J'ai lutté contre la domination blanche et contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre où tous vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et atteindre, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » En fait, dans ce discours-là, on voit que Mandela, il est beaucoup moins rebelle dans ses propos. Donc pour lui, il parle toujours de cet idéal de paix, de vie entre les Blancs et les Noirs. Donc il ne parle plus de l'idée de voilà, que les Blancs, les Afrikaners doivent partir parce qu'ils sont un peuple beaucoup trop violent sans âme. Il faut pas, parce que c'était ça le discours en fait, c'est on répond à la violence par la violence. Ces gens-là, ils n'ont pas d'humanité, donc il faut qu'ils partent de chez nous. À ce moment-là, son discours, c'était un peu plus doux et plus unificateur. Il ne va plus écoper de la peine de mort, il va simplement c'est gros dire, voilà, c'est peu dire, il va en fait être envoyé à la prison à vie. Et donc on sait que la majorité de ces années-là, il va les purger dans la prison de Robben Island, qui est une prison en fait sur une île qui est entourée que d'eau. Cette île, tu ne peux accéder que par un bateau en partant de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est un endroit, en fait, tu ne peux pas y échapper. Ou tu te noies, ou tu ne peux pas y échapper. Donc, à cet endroit-là, c'est aussi un endroit où il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de règles réelles. Et donc, seules les personnes, en fait, les informations qui rentraient et qui sortaient étaient contrôlées par les dirigeants de la prison. Donc, voilà, c'est dans ces conditions-là qu'il va être incarcéré pendant plus de 27 ans. Une fois que Nelson est emprisonné, le peuple sud-africain est en colère. Le gouvernement se disait, bon, c'est lui le rebelle, c'est lui qui veut armer, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui fait des stratégies. Donc, si on l'attrape, ils vont se calmer. Mais le problème, c'est que ce n'était pas le cas. L'Afrique du Sud s'est embrasée à ce moment-là. Les gens se sont mis à manifester. En fait, la femme Winnie, elle a pris le flambeau, elle a continué le combat de son mari. Donc, elle, à ce moment-là, Nelson, lui, c'était... voilà, il était partisan du combat armé, il était partisan de mort pour mort, il était partisan de tu me gifles, je te rends. En fait, là, il n'était plus partisan de la paix. Donc, à ce moment-là, Winnie va également continuer ce combat-là un peu sous cette forme. Dans un premier temps, voilà, elle va être harcelée. Et la police fera des descentes sans cesse dans son domicile pour pouvoir l'intimider, pour qu'elle arrête. Mais le problème, c'est que en fait, elle avait l'impression qu'elle n'avait plus rien à perdre. Donc, sous son impulsion, également sous l'impulsion des autres membres de l'ANC, il va y avoir la création du mouvement Free Mandela. Donc, le peuple sud-africain voudra qu'on libère ce leader-là qui était charismatique, qui était emblématique. Our leaders called on President Botha to remove violence, to free all those who have been imprisoned, and to allow the return of all those who have been driven into exile. Et donc, d'autres groupes vont se créer, comme la BMC, Black Conscious Movement, donc le mouvement de la conscience noire, qui va également se mettre en place et qui sont en fait plus virulents que l'ANC. Il y a également le congrès panafricaniste qui va également se mettre en place. Et ce congrès également était un congrès, bon voilà, il y avait, vous savez, j'en ai parlé avec la vidéo sur Web Dubois. Et c'était un congrès qui était apparemment aussi plus virulent au niveau de l'Afrique du Sud et qui était vraiment pour prendre les armes, pour répondre en fait à un noir tué, un blanc tué. Il y avait vraiment une pléthore d'actes violents qui se multipliaient en Afrique du Sud. C'était plus un pays en fait, c'était vraiment devenu une arène de guerre.
le temps passe et petit à petit, tous les régimes autoritaires en Europe commençaient à s'effondrer. On se rappelle la chute du mur de Berlin en 1989. Donc, petit à petit, en fait, tous les régimes autoritaires commencent à s'effondrer. L'Afrique du Sud, qui fait face à cette rébellion, en fait, ne réagit que par la violence. Et ce qui s'est passé, c'est que l'opinion publique internationale s'est désolidarisée de l'Afrique du Sud. Une fois que les régimes autoritaires en Europe et leurs dirigeants s'étaient effondrés, donc forcément, les nouveaux dirigeants ne sont plus partisans de cette violence, de cette autorité. Donc, ils étaient en train d'implorer l'Afrique du Sud d'arrêter également, de Klerk d'arrêter également ces violences-là. Parce que voilà, maintenant, on veut un monde nouveau, on veut un monde de paix, on en a marre de la guerre. Et mais de Klerk n'en démordait pas. Donc, et donc, à un moment donné, il s'est retrouvé isolé parce qu'il a subi des sanctions. Son gouvernement a subi énormément de sanctions. Et avec justement la force de combativité de Winnie, le mouvement Free Mandela a été connu à l'international. Donc, vous savez, il y a eu la création également de l'armée, on va dire, de Winnie, qui était en fait le Mandela Football Club, donc qui également faisait preuve de violence, qui répondait à la violence avec de la violence. En 70 ans de Mandela, ils ont fait un grand concert pour pouvoir en fait l'honorer. À un moment donné, le gouvernement, face à toutes ces difficultés auxquelles il faisait face et face à la rage en fait du peuple sud-africain, ils ont voulu en 1985 négocier avec Mandela. On te propose de sortir à condition qu'une fois dehors, tu dois faire des campagnes de paix pour calmer le peuple, pour arrêter l'effusion de sang qui est en train de se faire, etc. etc. On s'est dit qu'en fait, le peuple ne pouvait pas se calmer tant qu'il n'y avait pas de Mandela. Donc, c'est un peu comme dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. En fait, il t'explique que voilà, quand un peuple est encerclé, si tu l'encercles complètement, le peuple va se dire: là, je suis obligé de me battre. Et là, il va faire preuve de force et de combativité qui va faire que toi aussi, tu vas perdre des gens dans ton armée parce qu'il va tout faire pour se défendre. Tandis que si tu laisses une petite issue dans ton cercle et que tu ne l'encercles pas complètement, au lieu de se concentrer à combattre et qui combattent vraiment avec ténacité, force et tout ça et hargne, le peuple, la personne encerclée va vouloir en fait plus s'échapper, plus fuir. Quand les Sud-Africains ont vu qu'ils étaient vraiment encerclés et que dans tous les cas, on nous tuait, on tuait nos enfants, on tuait nos maris, on tuait nos femmes, on s'en foutait de ce qu'on était, on ne nous considérait pas comme des humains, etc. Et que toutes les infrastructures du pays, de toute manière, on ne pouvait pas en profiter. C'était les infrastructures pour eux. On ne servait que de marchepied. Et ben, je pense qu'ils se sont dit, foutu pour foutu. Ben là maintenant, on va se battre avec la hargne. Et donc, le fait de sortir ce Mandela ou ce faux Mandela, c'était une façon de leur laisser une petite issue de sortie. Et il va refuser en fait la proposition d'être en fait un outil de propagande pour le gouvernement sud-africain. Donc, il va dire, seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas conclure de contrat. En fait, cette phrase signifiait vraiment que la liberté ne se quémande pas, elle se conquiert. Dites-vous que ça faisait plus de 20 ans qu'il était en prison. Le monsieur, il avait à peu près, il avait 67 ans à ce moment-là. Donc, il allait sur ses 70 ans. Il avait 67 ans. Il était vieux, il était fatigué. Et là, on lui propose, si tu sors, voici, et que tu... comment dire, tu fais un peu la propagande et tu parles un peu bien du gouvernement, à ce moment-là, voilà, tu auras droit à X, Y, Z. Et à ce moment-là, Mandela, il refuse en disant « Seuls les hommes libres peuvent négocier, un prisonnier ne peut pas négocier ». Malgré toutes les difficultés par lesquelles il était passé en prison, en fait, il a refusé de collaborer avec le gouvernement. Le gouvernement, à ce moment-là, l'a torturé à mort. On l'a torturé pour qu'il accepte. On l'a torturé. Et à ce moment-là, les complotistes disent qu'il aurait succombé face à la torture. Et pendant ce temps-là, le peuple réclamait Mandela. Que faire ? Selon les complotistes, le gouvernement aurait été chercher un sosie de Mandela qu'ils auraient entraîné à parler, à être comme Mandela, qu'ils auraient fait même des petites chirurgies pour imiter les points, les grains de beauté de Mandela.
et qu'il aurait en fait lobotomisé cette personne-là pour qu'ils auraient en fait entraîné pendant 5 années, tous les jours, quotidiennement, cette personne-là pour qu'elle soit le plus près possible de la manière de parler de Mandela, de la manière de penser de Mandela. Seule chose, c'est que son cerveau n'était pas celui de Mandela, c'était le cerveau du gouvernement afrikaner. Bon, il est dit que de manière officielle, il serait rentré à l'hôpital en 1985 après son refus de coopérer avec le gouvernement afrikaner, en fait, pour une opération de la prostate. Mais selon les complotistes, en fait, il serait rentré suite aux tortures qu'il aurait subies et il aurait succombé à l'hôpital. La personne qui serait sortie de l'hôpital à sa place, ça serait en fait son sosie. Et durant la commémoration de son décès, l'ANC avait demandé une commémoration de 67 minutes. En fait, l'ANC avait demandé 67 minutes de commémoration pour lui et ces 67 minutes auraient été en hommage à l'âge à laquelle il serait décédé en fait, c'est-à-dire 67 ans, et il aurait eu ses 67 ans en 1985. Et d'autres personnes disent qu'en fait, non, ces 67 ans, c'est les 67 ans durant lesquels il aurait servi la cause de la lutte anti-apartheid. Et selon certaines sources, Winnie elle-même aurait reconnu durant certaines interviews que le Mandela qui était sorti de la prison n'était plus le Mandela qu'elle avait connu. Ça, c'est une théorie complotiste et que c'est ce Mandela qui serait sorti parce qu'en fait, le peuple sud-africain n'a plus reconnu le Mandela courageux, fort, tenace qu'ils avaient connu en fait à l'entrée de prison. Dans l'histoire normale qui est racontée, c'est que Mandela, face à ce refus, il aura continué en fait sa peine de prison et finalement le gouvernement de De Klerk va céder face à la pression du peuple et finalement sortir Mandela de prison 5 ans plus tard, 2 février 1990. Donc voilà, il sera attendu par sa femme, une foule va l'acclamer, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, Mandela est sorti de prison, le peuple sud-africain est content. Plusieurs personnes, en fait, du peuple sud-africain, ne vont pas reconnaître ce Mandela. Parce qu'ils se disent, bon, attends, 5 ans avant, le monsieur, il refusait de sortir de prison et de trahir son peuple. Il ne voulait pas trahir son peuple. Pourquoi celui-ci, tout d'un coup, ne parlait que de réconciliation? Et une fois qu'il a le mot paix et réconciliation dans la bouche, là, il est propulsé en fait au rang international, au rang du bon noir. Voilà comment un noir doit se rebeller. Ah, vous avez vu, il a pardonné. Alors que le peuple, je veux dire, alors que vous n'avez pas demandé pardon, je veux dire, De Klerk et tout le gouvernement afrikaner n'a jamais reconnu les crimes qu'ils ont commis en Afrique du Sud. Ces gens-là qui ne se sont jamais excusés, qui n'ont jamais reconnu le mal qu'ils ont fait et qui ont même essayé de faire porter ça à Winnie. Donc la vidéo, là, je vous en parle dans ma vidéo précédente. Ils ont essayé de faire reconnaître à Winnie et à d'autres personnes, en fait, la culpabilité de leurs actes. Ils ont dit, oui, mais c'est parce que vous avez répondu à la violence par la violence qu'il y a eu cette violence-là. En gros, ils sont mis à essayer de trouver un coupable, tout le monde sauf eux. Et le problème, c'est que Mandela, qui sort de prison, qui commence à dire à son peuple, pardonnons. Moi, je leur pardonne. Après ces 27 ans de souffrance qu'ils m'ont fait subir, j'ai décidé de pardonner. Choisissons la voie de la paix. Le gouvernement de De Klerk, etc., lui fait sa pub à l'international. On lui promet qu'il sera président. On décide officiellement de stopper l'apartheid. On décide que l'apartheid n'existe plus, alors que concrètement, vous savez, on est d'accord. Des années plus tard, on sait que l'apartheid existe toujours en Afrique du Sud. On ne reconnaissait pas, en fait, cet homme courageux, brave, qui voulait la liberté, qui disait que la liberté ne se négocie pas, en fait, elle se conquiert. Pourquoi là, maintenant, il est en mode pacifique avec les oppresseurs qui continuent à nous oppresser? Parce qu'en fait, le Sud-Africain moyen, pour lui, sa vie n'a pas échangé. Il n'a pas reçu les terres qu'on a piquées à ses ancêtres. Il n'a pas reçu, en fait, réparation pour les crimes qui ont été commis. Donc, à quel moment tu veux pardonner alors que la personne ne demande pas pardon, alors que la personne ne fait aucun acte pour montrer qu'il est désolé? Avant, petit détail, c'est qu'il était interdit de publier une photo de Mandela avant. Quand il était rebelle, il était interdit de parler de lui, il était interdit, bon voilà, vous savez, toujours le même système. Quand quelqu'un, le gouvernement est contre lui, on l'efface son identité. On sait que
On ne veut pas qu'il existe. À partir du moment où quelqu'un existe médiatiquement, c'est qu'il sert le gouvernement. C'est qu'on veut qu'il existe médiatiquement. Donc, à ce moment-là, bon, une bonne partie de l'audience est dégoûtée, en fait, de se dire, mais à quel moment ce monsieur-là nous demande de pardonner? Et une autre partie se dit, bon, voilà, le gouvernement nous a donné ce qu'on voulait. On voulait free Mandela. Mandela is free. Donc, et en plus, il nous vient avec un message de pardon. Jésus aussi a dit qu'il fallait pardonner. Donc, allez, pardonnons. C'est là qu'il y aura la discorde de personnes qui vont se dire, Mandela a trahi son peuple. Mandela, il a négocié la tête de son peuple. Et les complotistes, eux, se diront, il n'a pas trahi son peuple. Ce n'est pas Mandela. Il est mort quand il avait 67 ans, en 1985, au moment où il a refusé de négocier avec eux. En 1994, il va être élu président de l'Afrique du Sud. Il va voter également pour la première fois de sa vie. Il sera suivi par les caméras. On parlera de lui comme ce saint, comme ce bon noir, ce noir qui s'est pardonné, ce noir qui a du cœur, qui a de l'âme, etc. Il va être médiatisé à fond. Et on va bien sûr nettoyer toute l'histoire de rébellion qu'il a eue, le fait qu'il était proche de Fidel Castro, le fait que machin, on va le mettre, voilà, on va dire il était comme Gandhi. En fait, c'est un peu la même politique. Je pense, si je fais vraiment des recherches sur l'histoire de Gandhi, je suis sûre que c'est un peu la même chose que, voilà, qui s'est passé. Parce qu'il a collaboré avec le gouvernement britannique, le gouvernement qui oppressait son peuple. C'est là que, voilà, on l'a dépeint, on l'a canonisé. Il devient en fait la personne à suivre, la manière dont il faut être, en fait. Et donc, son investiture aura lieu le 10 mai 1994 et elle sera retransmise à la télévision et des milliards de téléspectateurs du monde entier vont suivre l'événement. Il va diriger le gouvernement avec son groupe politique, l'ANC. Et à ce moment-là, le monsieur, il est vieux. Il a 76 ans. Il a 75 ans, 76 ans. Il est fatigué. Il n'a aucune expérience, en fait, au niveau du comment diriger un peuple, en fait. Et à ce moment-là, il faut dire que De Klerk et l'Afrique du Sud avaient subi énormément de sanctions internationales. Il y avait le chaos dans le pays. Donc, à ce moment-là, il devait gérer un pays qui était chaos, qui était en train de brûler. Et à ce moment-là, sachez que lui, il a dirigé avec De Klerk. En fait, dans son parti, il y avait également des représentants du Parti national et de l'Inkatha. Et donc, il y avait donc De Klerk, Thabo Mbeki, qui ont eu le poste de vice-président. Ils avaient le poste de vice-président. Ça m'a quand même choqué. Que De Klerk était toujours parmi les présidents. En fait, et vous savez encore un autre fun fact, c'est que quand il a été élu président, il n'a pas été dans la maison présidentielle. Donc, c'est comme si Trump, il est élu président, il ne va pas dans la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est la maison présidentielle aux États-Unis. Donc, il y a la maison présidentielle également en Afrique du Sud. Et quand Mandela est élu là, il va prendre une résidence secondaire, genre la résidence secondaire de la Maison Blanche. Il va laisser le vice-président à la tête dans la maison présidentielle. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce monsieur-là, il ne dirigeait clairement pas le pays. Parce qu'en plus, pendant tout son règne de président, pendant tout son mandat, eh ben, beaucoup de Sud-Africains vont encore plus se désintéresser de lui en disant, mais ce monsieur-là va faire vraiment campagne pour que les Afrikaners qui étaient partis de l'Afrique du Sud reviennent. Parce que face à la violence, face à la rébellion, face à tout cela, les Afrikaners sont mis à se barrer en fait de l'Afrique du Sud parce que voilà, ils commençaient à recevoir en fait un peu ils goûtaient à leurs propres médicaments. Et donc, ils commençaient à partir. Et pendant plusieurs années, Mandela en fait, il a fait des campagnes pour pouvoir faciliter la revenue, entre guillemets, des Afrikaners en Afrique du Sud. Parce que pour eux, c'était les cerveaux, il fallait qu'ils reconstruisent. Donc voilà, tu te dis, est-ce qu'il dirige vraiment ce monsieur-là qui n'a aucune expérience politique et qui a juste signé un contrat comme quoi tu sors de prison, voilà ce qu'on te donne. Il était isolé à Robben Island pendant des années. Les médias ne faisaient... En fait, les informations qu'il avait, c'était juste les informations qu'on voulait lui donner. Ce n'était pas les informations comme le monde normal. Il ne connaissait plus le monde normal. Je veux dire, 30 ans, tu imagines, tu disparais pendant 30 ans, tu réapparais. Le monde, il a changé. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis en Europe. Et quand je suis arrivée ici, ma mère, elle avait un gros Motorola comme ça. T'imagines, là, maintenant, je vois un téléphone, je disparais 20 ans, le téléphone, il est en écran tactile.
Le monde qu'il a connu n'est plus le même. Il n'est plus le même, il est complètement perdu. Les non-complotistes juste se sont appuyés dessus pour dire juste qu'en fait, il ne savait pas, il était juste contrôlé, etc. Il était fatigué, il ne voulait pas mourir en prison, donc il a accepté en fait le deal. Et pendant ce temps-là, il était juste le pantin, parce que c'est De Clercq qui est... En plus, vraiment symboliquement, le monsieur, il est resté dans la maison présidentielle. Tu te dis déjà, c'est même pas qu'ils ont essayé de le cacher, quoi. Ils ont même pas essayé de le cacher, le monsieur est resté dans la maison présidentielle, la maison de la personne qui dirige. Et ensuite, en 1993, ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Ensemble. Le mec qui a massacré des gens. Je veux dire, De Clercq, dites-moi c'est qui De Clercq? Dites-moi c'est qui De Clercq? De Clercq, en fait, c'était un homme politique sud-africain qui était le 7e et dernier président de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Donc, il était président pendant très longtemps. Il faisait partie du parti nationaliste en Afrique du Sud. Et ses parents, en fait, étaient également des grands nationalistes. Ses ancêtres, c'était des grands nationalistes. Il a baigné, en fait, dans l'apartheid depuis son berceau. Et donc, sa famille s'était construit un nom sur le sang, en fait, sur le sang qu'il avait déversé du peuple sud-africain. Donc, il provient d'une grande lignée de suprémacistes blancs et à aucun moment il a vraiment changé d'avis, quoi. Je veux dire, il n'a réellement jamais changé d'avis. Et on dit qu'il avait une réputation très conservatrice. Il était considéré comme quelqu'un qui ferait obstacle au changement en Afrique du Sud. Il était un fervent partisan du système de ségrégation raciale. C'est même lui qui l'a mis en place, l'apartheid. Et il était perçu comme un défenseur des intérêts de la minorité blanche. Lui, il était vraiment africaneur de chez africaneur. Je veux dire, quelqu'un comme ça, qui reçoit le prix Nobel de paix, je veux dire, à quel moment tu sens bien le complot, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est un peu à l'instar du gouvernement d'Obama. Mandela, en fait, il a créé un peu de... Il s'est battu un peu, il a créé un truc, il a créé une association pour lutter contre les victimes, pour aider les personnes atteintes de sida. Il a essayé de créer également comme Obamacare, une assurance pour faciliter en fait les soins des personnes défavorisées. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, on vous donne deux petits trucs, mais à côté de ça, beaucoup de Sud-Africains disent qu'en fait, pendant son gouvernement, il faisait juste la pub pour que les Afrikaners reviennent, pour leur montrer que l'Afrique du Sud n'est plus un pays qui est en guerre, en fait, pouvait revenir, etc., etc. Et en plus qu'il accepte de gouverner avec quelqu'un qui a autant versé le sang de son peuple, c'est très étrange. Donc, en 1999, Mandela, donc fidèle au contrat qu'il avait conclu avec les Afrikaners, donc il n'a fait qu'un seul mandat. Il va quitter le pouvoir et il va donc divorcer de Winnie, celle qui s'est battue pour le libérer. Et puis voilà, et donc en 2004, il va vraiment prendre sa retraite du public. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je dirais, est-ce que Mandela a vraiment gagné son combat? Il est victime d'une guerre civile, certes, mais l'apartheid économique n'est pas mort. En effet, jusqu'à aujourd'hui, le peuple sud-africain souffre de l'apartheid. Aucun des Afrikaners n'a jamais demandé pardon, ni payé pour le mal qui a été commis. Selon moi, le véritable combat continue aujourd'hui pour la terre, pour l'équité, pour les enfants de Soweto, de Sharpeville. Ne faisons pas de Mandela un mythe silencieux. Faisons de lui un rappel que la paix sans justice n'est qu'un accord temporaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous afin de donner à nos enfants l'éveil en héritage.